Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h GMT. Ils se définissent eux-mêmes comme les garants de la cohésion socio-culturelle. Les chefferies traditionnelles sont le rempart du peuple en cas de doute, lieu de décharge de tous leurs problèmes, entre séculaires, de la réconciliation et de dénouement des fils entremêlés. Les chefs traditionnels apparaissent dès lors comme l'autorité au-dessus de la mêlée. Dans un système multipartisan comme celui en vigueur au Cameroun, force est de constater, pour le déplorer, que nombre de chefs traditionnels ont choisi d'arborer les couleurs du parti au pouvoir. Une situation source de conflit entre les dépositaires du pouvoir traditionnel et leurs sujets, et les sujets qui ne partagent pas leurs convictions politiques. Ces auxiliaires d'administration et l'administration, au regard de nombreux privilèges dont ils sont bénéficiaires, peuvent-ils, le moment venu, tenir un discours non partisan devant leur sujet? C'est la grande interrogation, madame, monsieur. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Chef traditionnel et politique, quelles conséquences? Une interrogation. Pour tenter de répondre à cette interrogation, nous avons invité ici en plateau Raphaël Ndougou. Bonsoir Raphaël Ndougou. Bonsoir Serge Alain Autour. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Dieu seul sait combien ils sont nombreux. C'est toujours un plaisir que de chausser les godasses du 11 entrant de votre Champions League, de l'émission TV. Et c'est une joie pour moi d'être là. Et comme je suis ici en posture de syndicaliste, avec votre permission, je voudrais dire un bonsoir particulier au syndicat national des employés des ports du Cameroun, en abrégé SNEPS, ainsi que le président qui nous conduit. Et je dois quand même dire aussi bonsoir à mon chef traditionnel de deuxième degré, oui, Jean-Baptiste Onana, qui est le chef supérieur des étudiants. Et il est en course en ce moment parce qu'il va être conseiller régional. Ok, lui aussi. Hein? Bonsoir Pierre-Emmanuel Bignam. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous mes copanélistes. Oui. Bonsoir également aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision et en particulier d'Equinox Soir. Ceux-là qui sont abonnés tous les soirs, comme Raphaël venait de le dire, à la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Nous sommes toujours heureux de venir partager avec nos frères et sœurs camerounais de tous bords l'actualité politique, sociale, économique, culturelle et autres. Voilà. Pierre-Emmanuel Bignam, en face de vous, Cissé Bamanga. Bonsoir Cissé. Oui, bonsoir Serge Alain Autour. Bonsoir à tout le Septentrion, bonsoir à tous les Camerounais et à tous les téléspectateurs, vraiment de la meilleure, je dis bien la meilleure. Vous savez, Equinox Soir, je vous dis ça tout le temps, on va dire qu'on a encore fait les Atalakou maintenant. Quand vous sortez d'Equinox Soir, monsieur Serge Alain, vous sentez que vous sortez d'une émission. Vraiment, ceux qui veulent peut-être peindre du noir sur notre plateau de Champions League, qui est juste un plateau républicain, qui est une émission qui est là pour édifier, pour encourager et puis pour éclaircir les Camerounais. Vraiment, nous ne pouvons que être fidèles et nous ne pouvons que vous remercier de nous inviter de temps en temps. Et merci une fois pour tout l'effort et tous les insultes que vous recevez, monsieur Serge Alain Autour. Vraiment, si on vous insulte aujourd'hui, c'est parce que vous existez. Personnellement, vraiment, je vous dis beaucoup de courage. S'il vous plaît, n'abandonnez pas les Camerounais. Ne suivez pas ce qu'on dit de vous. Vraiment, courage, un seul mot, continuez. Bienvenue Fongan, directeur de la publication. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui ont accueilli très favorablement. Je vous avais fait la promesse la semaine dernière qu'on allait monter en puissance cette semaine. Ça a été fait et le retour est plutôt très positif. Et politique commence à rentrer dans les habitudes. On est très heureux
d'informer, d'éveiller, de responsabiliser, parce qu'on avait pris l'engagement ici, souvenez-vous, de restaurer le prestige de la presse et de sortir des sentiers battus en produisant une information archivable. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une courbe qui est ascendante et c'est la preuve que les citoyens camerounais aiment ce qui est bien fait et ce qui sort des sentiers battus. Parce qu'on espère, avec ce challenge, restaurer le prestige de la presse et produire une information de qualité. Et je voudrais me souvenir avec vous aujourd'hui que le 29 octobre 2019, il y a une grosse catastrophe en Gouache, vous vous rappelez, qui avait fait 43 morts. J'en parle aujourd'hui parce que demain vendredi, le maire de Bafoussam 3e sera installé avec tous les exécutifs communaux. Et souvenez-vous qu'il avait fait la promesse il y a quelque temps que quand il va revenir aux affaires, il va prendre toutes les dispositions pour recaser de manière encore plus sinistrée de Ngouache. Donc demain que le maire sera installé avec l'exécutif communal, on croise les doigts pour que les fruits tiennent la promesse de Flore. Et nous allons regarder de très près ce que Ndefonkou Daniel, qui est le maire de Bafoussam 3, qui va être installé demain. C'est un terrain important qu'on sache effectivement c'est qui avait été prévu pour ces sinistrés-là, si ça a été fait ou pas, parce qu'il y avait une réticence. L'exécutif attendait d'être installé, de revenir aux affaires. Donc demain, ils seront là et on va voir ensemble la part qui va être réservée à ces sinistrés qui avaient été l'objet d'une émotion collective et nationale. Voilà, je reste avec vous, une fois de plus, Guy Hervé Fongan. Est-ce qu'il y a du mal pour un chef traditionnel à faire de la politique? Oui, parce que le chef est une autorité traditionnelle qui, en réalité, ne devrait pas désacraliser sa mission et sa fonction. Mais malheureusement, il est difficile parce que j'ai envie de me souvenir de cette phrase de Oumyobé qui, en 52, disait que la politique touche à tout et que tout touche à la politique. Donc dire qu'on ne fait pas de la politique, ce serait je vais dire que ce serait comme si on cesse de vivre. À la vérité, les chaufferies sont des micro-États. Donc même dans les chaufferies, on fait déjà de la politique d'une certaine manière. Et une des grandes réussites du renouveau, c'est d'avoir réussi à assujettir par la corruption beaucoup de nos chefs et d'avoir réussi d'intégrer par tutelle administrative les chaufferies traditionnelles en instaurant une sorte de stratégie d'accaparement et de conservation du pouvoir. Et c'est un peu embêtant parce que aujourd'hui, vous imaginez un chef qui est en compétition avec un de ses sujets et qui il arrivait à être battu, ce serait un gros scandale pour la chaufferie. Simplement parce que on a réussi dans notre environnement à tout désacraliser. Le chef, il va partir, il va quitter le village. Et même s'il n'est pas... Le simple fait qu'il soit candidat, le simple fait qu'il se positionne pour un parti politique, comme c'est notamment dans le Septentrion, on va en parler, c'est encore plus récurrent là-bas où la plupart des lamidos sont des maires et c'est très un peu dans le Septentrion. Le simple fait qu'il prenne position pour un parti politique est suffisant, qu'il est contre lui. Déjà une partie de la population qui ne partage pas son idéal politique. Or, le chef, par définition, est censé être le rassembleur, celui qui fédère toutes les populations autour de lui. Donc, le simple fait qu'il ait déjà une position politique officielle et connue, simplement pour ça, il a déjà à dos une partie de la population contre lui et ça peut dénaturer le caractère sacré de la chefferie. Encore qu'on n'empêche pas au chef d'avoir des convictions politiques. Il peut très bien faire son choix une fois qu'il est dans l'une ou alors dans l'isoloir. Mais l'engagement politique qui consiste à instrumentaliser sa position de chef pour mettre de la pression sur les sujets, c'est ça qui est inacceptable et inconfortable. Et qui peut à la fois désacraliser la chefferie, exposer le chef et le mettre dans une position assez fragile qui n'est pas de nature à restaurer tout le prestige qu'on aurait pu reconnaître à la chefferie. Et le gouvernement crée les conditions pour justement vassaliser ces chefs à travers le fameux décret de 1977 que vous connaissez tous, qui a davantage été l'élément déclencheur qui a contribué à ce que nos chefs soient aujourd'hui des auxiliaires de l'administration qui soient instrumentalisés contre leurs propres sujets très souvent. Voilà, Raphaël Ndougou, vous êtes un homme de la forêt, vous
vous avez souvenance d'un chef dans votre ère socio-culturelle, géographique, qui ne soit pas comme ça, militant entre guillemets du parti au pouvoir? C'est difficile parce que on sait que le plus souvent, d'ailleurs, vous vous souvenez, chacun de nous se souvient de la fameuse vidéo où un chef de terre dit à un chef, si vous vous amusez, je vais vous enlever. Ça veut donc dire que tout de suite la peur qui... c'est à Bamangou, ça, on se souvient pour le dire. C'était il y a quelques semaines à Bamangou. Mais ça s'est passé également au sud. Oui, aussi, pour l'affaire des Sceaux et autres. Oui. Donc du coup, vous voyez que le chef vit dans cette peur. S'il n'est pas là, qu'est-ce qu'il y a eu de faire? C'est justement toute la question. Est-ce que si on prend position, l'administration va respecter la position du chef, quelle que soit l'appartenance de son parti politique? Maintenant, l'autre sujet, c'est quoi? C'est lorsque le chef aussi est dans un parti politique, est-ce qu'il va imposer à sa population d'y adhérer également? C'est-à-dire que le chef qui est le patron de son village, de sa communauté, doit également laisser libre cours à la population d'adhérer dans n'importe quel parti politique il veut. C'est l'idéal, est-ce que c'est ce qui se passe? C'est justement ce que nous sommes ici pour dire qu'il faut que ça se passe ainsi désormais, parce que nous connaissons trop de problèmes qui existent entre les chefs et ses ouailles. C'est-à-dire que lorsque vous prenez position, vous dites je suis de tel parti, je vous assure que vous avez des problèmes. Si vous avez un petit litige de terrain, il faut bien que vous tenez bon pour pouvoir vous en sortir. Donc, nous pensons que première chose, les chefs doivent faire la politique et que l'administration respecte leur prise de position, si vous voulez, leur parti politique dans lequel ils vont adhérer. Mais aussi le chef, qu'il fasse la politique ou non, doit pouvoir accepter les choix de ses populations. Parce que cet amalgame-là fait qu'à un moment donné, le peuple afro, nous sommes là-bas dans le grand centre, si vous voulez, à un moment donné, vous avez l'impression que les populations n'ont plus aucun respect pour les chefs. C'est-à-dire que le chef peut dire ce qu'il veut et il n'est plus écouté parce que de toutes les façons, il est rentré dans cette guéguerre-là et ça crée la division dans les villages. Les chefs du Grand Nord, les chefs du Grand Ouest sont totalement différents des chefs du Grand Centre, Sud et Est. Parce que là-bas, on se dit, non, c'est pas lui qui me nourrit, il doit m'imposer telle ou telle chose. Donc du coup, ça crée des frustrations. Il faut que dans l'ensemble, là, M. Fonganville l'a dit, il faut déjà voir dans quelle mesure on va réétudier le décret de 1977. Parce que si le décret là, qui organise la chefferie traditionnelle, s'il est révisé, on peut revoir certains articles là à l'intérieur. Parce que l'auxiliaire de l'administration, ça veut dire que sur le plan de l'administration, c'est vrai, le chef de rencontre peut faire des rapports et les transmettre au sous-préfet ou au préfet, d'accord. Mais seulement, ça ne donne pas la possibilité au chef d'être aussi l'auxiliaire par rapport à la politique. Vous voyez par exemple les situations de litige de domanial. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, les chefs de terre sont passés au-dessus. Or, le chef est censé connaître sa circonscription, connaître les limites et autres. Mais quand le sous-préfet descend, parfois, il ne dit même pas au sous-préfet qu'il est en train de descendre. Je me souviens, je vais vous donner le nom du village. Il dit pas au chef de village. Il ne dit pas au chef de village que j'arrive. Je vais vous donner l'exemple pour chuter, pour dire que dans un village appelé Melen, juste à côté d'Assis, je vais vous raconter ça, un chef de terre à Situez-nous quel département, quel arrondissement. Oui. Il est descendu comme cela sur le terrain. Le chef de village a été informé par la population. Lui n'a même pas saisi le chef de village par écrit. De toutes les façons, quand le chef de village s'est précipité à s'y rendre, il est resté dans sa maison, il n'est pas allé en forêt. Mais arrivé là-bas en forêt, les abeilles ont attaqué le sous-préfet. Et quand le sous-préfet revenait pour voir le chef qui a envoyé les abeilles? Ben alors, ce sont les chefs traditionnels en tout cas. Hein. Ils sont quand même beaucoup encore des connaissances. Il ne peut pas avoir une coïncidence comme ça avec les abeilles? Malheureusement, la coïncidence a bien voulu que les abeilles touchaient le chef de terre. Et au retour, le chef de terre vient se plaindre le chef et dit, mes chers amis, vous allez dans mes forêts, vous ne me dites pas, vous attendiez à quoi? Pierre-Manuel Biam, sur cet aspect, c'est un homme, c'est un citoyen, est-ce qu'il est exempt? Est-ce que pour lui, il ne devrait pas faire de la politique? Ça a un impact sur... Le chef, qu'il soit de village, premier degré, deuxième, troisième degré, comme tout le monde aime les appeler selon les appellations de l'administration camerounaise, qu'il soit un chef traditionnel ou spirituel, le chef est un citoyen, d'abord, comme tout citoyen.
il est garant du point de vue culturel de sa communauté et il agit sous plusieurs casquettes. Il agit avec une casquette, comme je viens de le dire, d'un garant culturel. Il agit avec la casquette d'un guide spirituel aussi. Il agit également avec la casquette d'un administratif, parce qu'il est appelé à gérer sa cité ou sa communauté sur le plan administratif. Voilà pourquoi nous pensons que l'une des choses qui peuvent amener à la réforme de l'acte de naissance, c'est intégrer les chefs dans ce processus-là. Pas uniquement les commis de la commune, de la mairie qui sont les officiers d'état civil. Alors, et à ce titre, le chef peut faire la politique. Le chef peut faire la politique, comme le pasteur peut faire la politique. Comme le prêtre, on a connu des prêtres qui ont été chefs d'État. Le prêtre Aristide a été Jean-Bertrand Aristide a été président en Haïti. On connaît des chefs dans les États comme le Swaziland qui ont été des présidents, des chefs d'État. Donc, le chef peut faire la politique, comme tout le monde peut faire la politique. Sauf que, je prends le cas de chez nous, les Bassards. La population chez nous ne supporte pas les chefs. Sur le plan, je vais dire, sur le plan matériel. C'est-à-dire que nos chefferies sont de plus en plus délaissées. Et ça fragilise les chefs. Remarquez bien que à l'ouest et dans le septentrion, les chefs sont des gens qui matériellement sont bien assis. Vous ne pouvez pas menacer un lamido, quel que soit son bord politique, qu'il soit de l'UNDP, qu'il soit du SDF, qu'il soit du MRC, qu'il soit de l'UPC, qu'il soit du RDPC, vous ne pouvez pas l'influencer. Parce que c'est quelqu'un qui est bien assis. Il est bien assis parce que ces populations l'encadrent. Chez nous, on continue à voir les gens qui se présentent à la chefferie, les mains vides, et ils viennent faire le Congo ça. Vous imaginez? Donc, il faut que les populations renforcent le pouvoir de la chefferie. C'est la pauvreté, la misère, qui rend les chefs de plus en plus vulnérables auprès de l'autorité administrative et de la soi-disant élite. La soi-disant élite. Alors, si les chefs sont nantis, si les chefs sont bien encadrés par la population, soutenus financièrement et matériellement, ils ne seront pas, ils seront à l'abri du besoin et ils vont de moins en moins céder au chantage, aux menaces de l'autorité administrative. Maintenant, de l'autre côté, je suis d'accord avec Raphaël, l'autorité administrative outrepasse ses missions pour devenir des rouleaux compresseurs qui briment, qui piétinent l'autorité traditionnelle des chefs et qui les met de plus en plus en conflit avec les populations. Le chef peut faire la politique, évidemment, comme je l'ai préalablement dit, tout comme le pasteur et le prêtre peuvent faire la politique. Le chef peut avoir une position de neutralité aussi, selon ses choix. Le chef peut échouer, il peut même être candidat à une élection et échouer, sans toutefois que le village ne soit divisé. Parce que de toutes les façons, même s'il ne fait pas la politique, il ne pourra jamais faire l'unanimité de tout le monde. Chez nous, dans la désignation des chefs, il y a toujours des gens qui contestent. Donc que vous soyez du RDPC, que vous soyez du MRC, que vous soyez du SDF, que vous soyez de n'importe quel bord, si le chef, quel que soit le bord du chef, ou qu'il décide de ne pas faire la politique, il aura toujours les opposants dans sa communauté qui vont vouloir qu'il ne soit pas au trône. Donc, ça fait que ce qu'il faut dire ici, c'est que le pouvoir, le régime actuel, et même le régime avant du temps de Ahidjo, et même avant le régime de Ahidjo, si on revient dans les années 1914 et tout ça, avec 1884, les Allemands qui ont signé des traités avec des chefs et qui n'ont pas respecté ces traités-là, comme le traité germano-allemand, ils ne les ont pas respectés. Ils ont commencé à exproprier les populations de leur terre petit à petit, à absorber le pouvoir et l'autorité des chefs, les étouffer. C'est ça qui a créé les premiers résistants
avec les Douala Mangabel, les chefs Madola, les gens comme Martin Paul Samba et autres. Alors, c'était des chefs qui, à un moment donné, ont compris que l'administration allemande est en train d'aller au-delà de leurs fonctions. Mais ceux-là avaient du caractère. Alors, ils ont lancé les premiers mouvements de résistance qui ont été suivis avec les mouvements de résistance de la période avant indépendance, avec de nombreux chefs dans le pays Bassa, le pays Bamleke et le pays Boulou, qui ont été froidement assassinés par l'administration d'Aïdjo sous l'égide des Français. Alors, ça fait que beaucoup de chefferies ont été, je peux dire, désertes. On connaît certains chefferies à l'ouest, comme à Bangou, où celui qui devait être, après avoir assassiné son papa, le jeune homme lui-même s'est enfui. C'était un UP6, il s'est enfui en Guinée-Conakry. Il est resté là-bas jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que la chefferie est dans des problèmes, puisque celui qui est resté assurer l'intérim, c'est lui qui se dit chef aujourd'hui et ne veut plus lâcher prise. Donc ça fait que le mouvement nationaliste, avec la guerre de l'avant-indépendance, a fragilisé davantage le pouvoir de la chefferie traditionnelle et ils sont devenus frileux. Alors Aïdjo revient maintenant, il continue à mettre la pression sur les chefs et il sort le décret de 77 que tout le monde connaît, qui est venu être renforcé encore avec la politique du renouveau, qui fait en sorte qu'aujourd'hui les chefs sont devenus tellement fragiles qu'ils sont considérés comme les laquais de l'autorité administrative, des sous-préfets, des préfets et autres. Donc il faut que chacun fasse la part des choses, que l'autorité administrative lève la main sur la gestion des chefs de leur communauté et ne soit qu'un partenaire du point de vue administratif et un partenaire technique qui peut mieux conseiller les chefs, qui peut les intégrer même dans le processus, comme je venais de le dire, de l'acte de naissance et d'un certain nombre de choses. Parce que les chefs sont tellement respectés au point où ils ont la capacité de faire la traçabilité de toutes les naissances de leur communauté, qu'elles soient des naissances qui sont faites au village ou en ville ou dans la diaspora. Et que du côté de la population comprenne aussi, devienne mature pour comprendre que le chef peut faire la politique, le chef peut être un adversaire politique, mais que cela n'ouvre pas le Pandore pour que on lui manque de respect, pour que les affrontements se créent au village. Il faut respecter aussi la vie des chefs et que la population renforce également le côté matériel des chefs, les assiste pour qu'ils ne soient pas objets de toutes sortes de tentations. Cissé Bamanga, dans la partie septentrionale du Cameroun, il y a plein d'autorités traditionnelles qui occupent même des hautes fonctions. Dans le vice-président du Sénat, il y a le ministère de... Il y a le Lamido de Garoua aussi, voilà. Le militantisme ne se cache pas. Mais ça n'empêche que dans leur... on va leur dire, dans leur territoire, il y a de temps en temps des remous. C'est du fait de leur appartenance politique? Écoutez, M. Serge Alain Autou, je vous dirais d'abord que je suis d'accord avec 80% de ce qui a déjà été dit sur ce plateau. Vous savez, aujourd'hui, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Vous voyez même qu'aujourd'hui, même le football, le cas de la CAF, est dirigé par les hommes politiques. Et tout à l'heure, les frères disaient ici que la politique, ils sont obligés de le faire, ils vont le faire de toute façon. Mais moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que le cas du Septentrion est un peu, pour généraliser le cas de certains endroits du Cameroun, certains coins du Cameroun, les chefs, normalement, s'ils doivent faire la politique, ils doivent le faire pour leur population. Ils doivent le faire pour améliorer les choses. Ils doivent le faire pour rendre presque tout le monde. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Binam, on ne peut pas faire l'unanimité. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On reproche aux chefs d'être politique, oui. On reproche aujourd'hui, par exemple, le cas du Septentrion. Vous avez des personnes qui sont sur des hautes fonctions dans ce pays, mais vous voyez vous-même, on en parlait en off avec vous, qui connaissez très bien le Nord. J'étais en train de vous dire qu'il y a des endroits que si vous arrivez aujourd'hui, vous allez pleurer. Ce n'est pas le président de la République
ce n'est pas X ou Y qui va venir faire cela. C'est nos élites, ce sont les chefs traditionnels et presque tout le monde. C'est de ça que moi je peux les reprocher. Maintenant, aujourd'hui, pour rester dans le cadre, vous savez très bien que les régionales ne sont pas très loin. J'encourage ces chefs. Je sais qu'ils ont des difficultés entre eux-mêmes de s'entendre parce que l'une des choses que le renouveau a réussi à faire, c'est de tailler même ce côté-là sur mesure qui va leur profiter au lieu de profiter à leur population. Maintenant, quand ces chefs-là vont réussir à passer dans les listes, vraiment, ces chefs, je m'adresse à vous, dans les 10 régions du Cameroun, travaillez au moins pour une fois pour vos populations. Parce que quand vous regardez la note aujourd'hui des chefs de l'Ouest, M. Serge Alain Autou, ils sont frustrés. Ce que ces gens-là demandent, c'est que ces élites de ce côté-là demandent, c'est des choses basiques qui sont connues. Vous n'avez même pas besoin d'être un politicien ou bien de faire la politique pour avoir cela. Aujourd'hui, dans presque toutes les 10 régions, nous manquons d'eau, nous manquons de lumière. Aujourd'hui, dans le septentrion, les gens n'arrivent même plus à regarder la belle émission Equinoxe Soir parce qu'il n'y a pas de lumière. Vous avez vu sur les réseaux sociaux comment les personnes sont montées, ils ont écrit des notes. Mais qu'est-ce que les chefs font? Aujourd'hui, vous avez certains chefs traditionnels qui n'habitent même pas dans leur localité, M. Serge Alain Autou. Qui fait de vous dites qu'il n'y a pas de lumière à l'Est Nord? Non, il n'y a pas de lumière. Tu que ce n'est pas un mensonge? Ce n'est pas un mensonge, malheureusement. Les pétitions sont là. Vous avez vu un programme que Eneo a balancé, c'est dans les réseaux sociaux, où on vous dit qu'aujourd'hui, la Damawa, telle région, tel coin, vous aurez la lumière pour 2 heures, pour 3 heures. C'est déplorable au XXIe siècle pour un pays comme le Cameroun. Et je pense que ça peut arriver dans tous les pays du monde, il y a des difficultés. Dans tous les pays du monde, il y a des imperfections. Mais je pense que si l'élite, si le chef traditionnel, si les leaders d'opinion s'accentuaient, montraient du doigt le problème de toute la communauté, le problème de tout le monde, nous devons résoudre cela. Parce qu'aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, vous voyez, le renouveau a réussi à diviser même les chefs entre eux. Vous verrez dans certains villages pleins où, comme on nous a dit, il y a eu un coup d'État traditionnel, j'appelle ça comme ça, où celui-ci, c'est très connu qu'il est de la descendante de la chefferie, mais on l'a balancé, on l'a mis à côté, on a ramené ceci. C'est presque comme ça partout. Vous voyez? Bon, maintenant, c'est déplorable. Moi, personnellement, je dis, je n'ai aucun problème qu'un chef fasse de la politique, mais qu'il fasse de la politique pour améliorer la situation de ces populations, pour améliorer, pour apporter un plus pour le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, si on vous dit, par exemple, que du côté de Batoufam, par exemple, c'est très bien fait, il y a un chef là-bas, X ou Y, qui travaille très bien, c'est une fierté d'abord pour le Cameroun, avant d'être même pour la région de l'Ouest et ainsi de suite pour la région ou bien pour le côté de Batoufam. Donc moi, personnellement, si on devait demander mon avis, M. Serge Alain, je dirais qu'il devait avoir une note pour interdire vraiment la politique aux chefs traditionnels. Ça, c'est mon humble avis. Mais aujourd'hui, pourquoi faire la politique? Si la politique qu'on fait aujourd'hui, M. Serge Alain... Eh bien, on a reconnu que ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens, mais ce sont des citoyens pas du tout ordinaires, à mon avis. Ce sont des citoyens qui ont une certaine grandeur que le citoyen lambda n'a pas. Aujourd'hui, dans le cas du Septentrion, il l'a dit. Vous avez, par exemple, dans le rail, vous ne pouvez pas... Je vous dis que quand le papa vivait même, c'était, entre guillemets, un monstre. Quand je dis un monstre, ce n'est pas le côté négatif, c'était quelqu'un que... Vous avez des chefs aujourd'hui chez nous, dans le Septentrion, et presque dans toutes les 10 régions du Cameroun, des chefs que vous ne regardez pas comme ça, vous dormez tranquille. Je dis, vous regardez un chef comme ça, le palu vous attrape. Pourquoi? Parce que, vous savez, être un chef... Chez vous, c'est le palu, chez lui, c'était les abeilles. Non, quand je dis le palu, c'est vous donner une autre forme. Vous savez, M. Serge, être chef, c'est quelque chose... Parce qu'aujourd'hui, avec le régime en place, on a banalisé cela. Mais être chef, vraiment, vous savez ce qui se passe à l'Ouest quand on veut mettre un chef. Deux fois, la terre bouge même. Hein, prenez-moi cette expression-là. Vraiment, un chef, ce n'est pas quelqu'un de rien du tout. Mais maintenant, les chefs sont divisés. Les chefs ils ne sont pas respectés.
Dans le cas de Maroua, lors de la dernière présidentielle, tout à l'heure, M. Binam le disait, il y a un chef qui était dans une liste du RDPC qui ne voulait pas. Il est parti et puis on l'a notifié de sortie de la chefferie. Et comme Dieu fait les choses, il est allé... Quelle élection, vous dites? La dernière législative. Oui. Il y a un chef du côté de Maroua, je ne vais pas appeler le nom, il a décidé de ne pas être dans la liste du RDPC. Il est parti à côté d'un parti allié et finalement, la liste n'est pas passée et lui, il est passé. Il a commencé à faire des grimaces à son chef. Mais non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui. Quand je dis on comprenne, je parle même de nous, les leaders d'opinion. Nous tous, nous travaillons pour la beauté du Cameroun. Quand c'est bien, c'est nous tous, monsieur Serge Alantou. Nous irons nulle part, nous n'allons pas aller. Moi, personnellement, je n'ai pas un autre pays en dehors du Cameroun. Aujourd'hui, c'est déplorable qu'on arrive, qu'aujourd'hui, les populations sont mécontentes. Je vais vous raconter une petite anecdote dont je parlais avec une élite du Septentrion rapidement pour chuter. Nous sommes en train d'arriver aujourd'hui, M. Serge Alain, qu'on va arriver à un niveau où les élites vont se cacher pour arriver dans leur localité. Et oui, et qui va leur... Parce que ils ne font rien, M. Serge Alain. Quand il n'y a pas l'eau, quand il n'y a pas la lumière, quand il n'y a pas le logement, quand il n'y a pas le petit minimum pour vivre. C'est les élites qui font tout ça. Ce sont les élites aujourd'hui qui tiennent tout ça, M. Serge Alain, tout malheureusement. Voilà pourquoi, pas une fois, pas deux fois, je n'arrête pas de dire que le chef de l'État... Mais l'État, c'est l'élite aujourd'hui. L'État, c'est tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez une responsabilité, vous êtes déjà l'État. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que c'est taillé sur mesure. Et c'est déplorable. Ça n'avantage pas le Cameroun. Guy Fonga, d'entrée de jeu, vous avez parlé de ce... Vous avez imaginé un scénario où un chef est en compétition avec un de ses sujets. Mais très souvent, je crois qu'on avait évité ça. On a beaucoup de chefs à l'Ouest qui sont au Sénat, mais qui ont été nommés. C'était pour éviter la confrontation avec les sujets. Ça aurait donné quoi qu'un chef aille à une élection avec un de ces sujets? Alors, sauf que du point de vue de l'imagerie collective, ça ne règle pas le problème que le chef pourrait avoir avec ces sujets. Je voudrais qu'on ressente très bien la problématique qui est assez précise. Chefferie traditionnelle et politique. Quelles conséquences? Je pense qu'il faut qu'on reproblématise encore ce sujet pour bien expliquer aux gens qui nous regardent. Première chose, on ne peut pas justifier l'engagement en politique d'un chef par la pauvreté. Vraiment, c'est totalement surréaliste. C'est un peu embêtant d'écouter qu'un chef s'engage parce qu'il est pauvre. Je voulais dire que un chef qui ne fait pas l'unanimité, ça veut dire qu'il faut questionner les mécanismes d'accession au règne. Le chef, par définition, est censé faire l'unanimité. Et là, c'est un impératif catégorique. Un chef qui fait l'unanimité, il y a un problème. Ça veut dire qu'il faut questionner de manière très sérieuse les mécanismes d'accès à la chefferie. Tout simplement. Parce que partout, les chefs il y a les chefs, ce que les Occidentaux appellent le sang bleu, qu'il a accédé de manière correcte au trône, il n'y a pas de raison qu'il y ait de contestation et de grincement dedans. Ça tombe complètement sous le sens. Parce que le chef est vraiment, il est le garant de la tradition. C'est-à-dire que d'une sorte de passé immémoriel dont il est le principal garant. Et il faut dire que pour moi, c'est quelqu'un qui est, au-delà d'être une autorité traditionnelle, il doit être vraiment quelqu'un qui est exempt de tout reproche et irréprochable. C'est ça, c'est l'image qu'on a du chef. Et le moment où le chef s'engage en politique, ça veut dire que d'office, il faut qu'il soit disposé à aller en compétition avec ses sujets. C'est ça que ça veut dire. Du moment où il s'engage, ça veut dire qu'il faut qu'il soit disposé lui-même à ce que demain, un jour ou l'autre, il sera en compétition avec ses propres sujets. Ce qui en soi est un problème qui vient rompre le contrat social que le chef pourrait avoir avec les populations. Il est censé fédérer les gens et non le contraire. Sinon, il arrête d'être... Il faut que ce soit clairement dit. Sinon, on a dans ce que je pourrais appeler une sorte de péril sur le rôle naturel de la chefferie. Ce qui n'est pas... Il y a des valeurs avec lesquelles il ne faut pas jouer, il ne faut pas rigoler. Donc, l'engagement du chef, qu'il soit élu ou nommé, c'est à mon sens de
c'est de nature à ce que le chef perde l'autorité sur une partie de ces sujets. Qu'il soit élu ou nommé, d'office, il perdra l'autorité sur une partie de ces sujets parce que son engagement forcément ne plaira pas aux uns. Aujourd'hui, je pense que c'est un sujet, ça c'est les conséquences directes que ça pourrait avoir. Parce que moi, il s'engage, il est disposé à aller en compétition, je vais dire, avec un de ces sujets, ce qui n'est pas normal. Je pense qu'un des vrais problèmes sur lesquels il faut que les politologues se penchent, c'est comment c'est le mécanisme juridique qu'on peut activer pour rendre les chefs moins dépendants de l'administration. Parce que le décret de 77, je pense qu'il faut le toiletter et le dépoussiérer un peu pour que les chefs cessent d'être des auxiliaires de l'administration de manière aussi mécanique et sauvage, mais qu'ils puissent, parce que depuis Aïdjo, avec le fameux décret, les chefs étaient comme une sorte de... Parce que l'administration centrale à l'époque ne pouvait pas accéder dans l'arrière-pays. Donc les chefs étaient comme avec pour rôle une sorte de prolongement de l'administration pour construire l'État-nation. C'est le rôle qu'il avait été assigné en 77. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et la société dans laquelle on vit évolue en se complexifiant et les besoins de celle-ci suivent exactement les mêmes tendances. Donc il est urgent que on repense ce décret-là et qu'on restaure la sacralité de nos chaufferies qui, au fil des années, tendent à disparaître parce que c'est vraiment c'est une des rares choses qui peuvent rester quand on a tout perdu, pour parler trivialement. Donc il faut prendre ça très au sérieux et c'est pas de nature à fédérer les populations autour d'un chef, parce qu'un chef qui divise n'est plus un chef. Voilà, justement, Pierre-Emmanuel Bignam, le chef, lorsqu'il s'engage, il doit s'attendre à la compétition, il ne fédère plus, parce qu'il a forcément une partie, l'opposition qui va naître, et ça devient compliqué pour lui, hein, dans sa gestion quotidienne de son territoire de commandement. Je voudrais d'abord apporter une lumière sur ce que Guy vient de dire à l'attention de nos téléspectateurs. Il n'a pas été dit ici par mes soins que le chef s'engage en politique parce qu'il est pauvre, mais j'ai dit que la pauvreté d'un chef et de sa chefferie le rend vulnérable par rapport à la manipulation de l'autorité administrative et de soi-disant élite du village. La pauvreté n'est pas que financière. Voilà, cette pauvreté n'est pas que financière. Donc, maintenant, le chef n'est pas Dieu. Ça, il faut qu'on comprenne certaines choses. Je ne sais pas, peut-être dans certains chefferies, les chefs sont Dieu. Mais chez nous, les Bassa, les chefs ne sont pas Dieu. Non, ils sont Dieu nulle part. Partant de ce postulat que les chefs ne sont pas Dieu, ça veut dire que ce sont des mortels. Mais sauf que ces mortels-là sont garants des traditions. Et ces traditions qui sont dépositaires. Et ces traditions qui sont l'essence même de notre existence et de nos communautés. Alors, à partir de ce moment, on peut comprendre que le chef peut participer à des débats comme celui-ci. On peut comprendre que, par exemple, dans la société Bassa, chez nous, il y avait ce qu'on appelait, au temps du Mbok, l'arbre à palabre. C'est sous l'arbre à palabre que chacun avait la parole, que ce soit les femmes, les enfants ou les hommes. Chacun avait la parole devant le chef et il y en a qui challengeaient même le chef. Et puis sans te couper, à Fumban, il y a ce type de scénario pendant longtemps. Le chef est assis. Donc, si on comprend cela, si on comprend que le chef n'est pas Dieu et qu'il est un mortel, un citoyen comme tout le monde, ça veut dire qu'il a le droit de voter. Et s'il a le droit de voter, il a aussi le droit d'être candidat, de ne pas toujours voter pour les gens. Sauf que il doit comprendre qu'il est au service de son peuple, comme Cissé Bamanga disait tout à l'heure. C'est un serviteur, c'est un esclave de sa communauté. Qu'il soit élu ou qu'il ne soit pas élu, il doit demeurer au service de sa communauté. Donc voilà
Ok, voilà, on va revenir après le journal parce qu'il est là. Cédric, bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités ce soir. Nous parlerons des orientations économiques et budgétaires du projet de loi de finances 2021 qui est déjà sur la table des parlementaires. Le gouvernement envisage en 2021 de créer 500 000 emplois et de mettre en œuvre des lycées des métiers numériques et des projets pour permettre à la jeunesse de la diaspora camerounaise de rentrer investir au Cameroun. Ces projets sont-ils réalistes? Qu'en pensent les jeunes au regard de ces prévisions de création de 500 000 emplois? Quels sont les axes majeurs de ce budget qui doit être examiné par les députés et les sénateurs? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous ferons également le point sur l'état des infrastructures routières dans les bassins agricoles. Malgré le cri de détresse des populations, rien n'a véritablement changé. Les travaux qui avaient démarré en début d'année 2020 se sont interrompus sans véritable explication. Nous ferons le point dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de Cédric pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Cissé Bamanga, Guillaume Fongan, Joseph, Pierre-Manuel Bignam, je pense à Joseph Espoir-Bion, et Raphaël Ndougou. Raphaël Ndougou, est-ce que vous comprenez qu'on nous apprend que le paludisme fait toujours autant de morts, mais depuis mars que la stratégie de riposte contre le coronavirus a été mise en place par le gouvernement, on a tendance à oublier que d'autres tueurs existent, entre guillemets. Nous devons faire l'effort d'aimer notre pays, d'aimer le Cameroun. Et lorsqu'on aime le Cameroun, on doit pouvoir se dire des vérités en face. Oui. Je voulais donc dire que le paludisme, on n'a pas commencé à lutter contre le paludisme. Parce qu'il y a des petites campagnes qu'on mène souvent et puis on vient donner des moustiquaires. Pourtant, le problème, le verre est dans le fruit. Regardez dans la ville de Douala le niveau d'insalubrité. Regardez comment nous nageons au quotidien avec les moustiques, nous vivons avec les moustiques au quotidien. Quelqu'un même dit qu'au moment où on demandait aux animaux de respecter l'homme, est-ce qu'on n'avait pas dit aux moustiques de respecter l'homme? C'est pour un peu caricaturer et démontrer que nous-mêmes, à un moment donné, nous voulons rester dans la maladie, nous les populations. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait par ces pouvoirs publics et même ces collectivités territoriales décentralisées? Parce qu'à un moment, si on est piqué par une moustique, c'est pas femelle ou quelque chose comme ça, et que c'est ce moustique-là qui vous donne le palu, et alors que nous avons des centaines de milliers de moustiques chaque jour ici à Douala, donc si on donne même les moustiquaires, vous n'allez pas laisser avec les moustiquaires pendant qu'il y a une chaleur qui est devenue à Douala aujourd'hui. Si vous êtes assis dehors ou même à l'intérieur, les moustiques vont vous piquer. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire quand même, c'est d'essayer au niveau du ministère de la Santé publique et les autres ministères, parce que parfois quand il y a une maladie comme celle-là, on a l'impression que c'est juste une affaire du ministère de la Santé. Ça doit être une affaire que quand le Premier ministre s'assoit avec ses membres du gouvernement, qu'on donne des directives dans ce sens et que tous les ministères qui peuvent contribuer, toutes les personnalités peuvent contribuer pour qu'on essaie d'éradiquer cette maladie-là. Vous savez que le paludisme tue depuis des années. Plus que cette affaire dont on parle. Et puis bon... Quelle affaire? L'affaire dont vous parlez, la Covid, quelque chose là. C'est moi qui parle? Vous parlez pas de ça? Je n'aime pas parler de ça. Pourquoi? Je n'aime pas parler de ça parce que les gens se sucrent, les gens aiment bien prendre l'argent lorsqu'il y a des pandémies, au point d'oublier l'essentiel. Puisque de toutes les façons, nous savons que cette grippe qui secoue les Blancs ne peut pas secouer. Je vous l'avais dit ici, sur ce plateau, lorsque... vous nous avez invité dans le cadre de cette pandémie. Nous vous avons dit que nous avons les potions de notre village qui peuvent nous soigner et Dieu se le sait. En ce moment, si ceux qui me regardent savent que j'ai les échos dans ma chambre, ça dit que je bois ça au quotidien. Et donc, si vous pensez qu'on va laisser le paludisme où on a les solutions, nous-mêmes les populations qui parlons, nous devons tout faire
pour vivre quand même dans la pauvreté, mais aussi ceux qui ont abandonné pour beaucoup plus financer le Covid-19, parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'argent. Non, je crois que toutes les maladies peuvent tuer au même titre que cette affaire-là. Et pour finir, tout à l'heure, dans le journal, on parlait des actions que le gouvernement va mener en 2020. On parlait donc de cette affaire des hôpitaux. Donc on peut parler du plateau technique 2021, je veux dire, et puis pour santé pour tous. Au départ, c'était dans 2000. Maintenant, c'est dans 2021. Il faut donc... santé pour tous en 2021? C'est le cas là maintenant. Parce que si on dit santé pour tous en l'an 2000, et nous sommes en 2020, et bientôt 2021, quand je sais que dans mon village, il y a un centre de santé et qu'il y a une dame qui est infirmière à la retraite, s'occupe de nos malades, je me demande si... Vous dites le centre de santé, c'est une infirmière à la retraite? Le centre de santé du village Acier, c'est notre maman à la retraite qui s'en occupe. On n'a pas affecté un personnel. On n'affecte pas. On peut construire, on n'affecte pas les médecins. Quand vous prenez les statistiques, un médecin, c'est pour combien de Cameroun au Cameroun? Donc, il faut donc, quand on recrute, on lance des concours dans ce sens, qu'on recrute pour davantage chercher à soigner les Camerounais. Mais si nous restons là, à se concentrer sur l'affaire de Covid et tout ce qui va avec et de l'argent, alors les gens vont mourir de paralysme et d'autres maladies, tout simplement. Ok, Guy Fongan, sur cette situation, le palu qui tue, vous avez vu, la société civile s'indigne, hein, vous aimez bien ce terme, s'indigne de ce que on oublie le grand tueur qui est le paludisme pour concentrer les énergies sur Covid-19. Non, ça se tient, ça s'explique. C'est-à-dire qu'on a assisté depuis février à une sorte de théâtralisation. On avait fait une sorte de maladie star. C'est-à-dire une véritable spectacularisation d'une maladie qui a commencé à faire peur à tout le monde du monde entier. Après nous avoir prédit l'apocalypse en Afrique, on voit bien qu'on s'en est plutôt très bien tiré, très bien sorti. Et il faut le regretter sérieusement parce qu'on s'est laissé embarquer dans le diktat de l'OMS pour faire exactement ce que l'OMS souhaitait qu'on fasse. Et on a subi, comme beaucoup de pays africains, notamment le Cameroun, mais n'a pas su saisir l'opportunité. Le palu, on ne le dit pas assez, mais le palu tue plus que le sida. Je veux dire que il y a des maladies comme celle-là qui ont une capacité de nuisance extraordinaire sur les populations. Mais comme le Covid faisait générer beaucoup d'argent, le bailleur de fonds faisait rentrer beaucoup d'ailleurs. Monseigneur Clil a fait beaucoup de mal à nos dirigeants avec sa fameuse potion, parce que on nous avait embarqué dans une spirale de rentrée d'argent assez extraordinaire. Il est venu stopper l'hémorragie, il a tué l'oiseau en plein vol avec sa potion et je vous rassure que ça n'a pas fait beaucoup de bien à ces gens-là parce qu'il les a empêchés de s'engraisser, de s'enrichir. Mais le regret qu'on peut avoir tous, c'est notre incapacité à pouvoir saisir cette opportunité. Parce que je suis de ceux qui pensent que cette pandémie aurait été l'excellente occasion pour nous, le Cameroun, de révolutionner notre pharmacopée qui fait des choses miraculeuses. Vous et moi savons qu'il y a des maladies qu'on ne soigne pas à l'hôpital. On a les recettes de grand-mère qui marchent. Les dames qui nous regardent à la maison savent que quand l'enfant la rate, on sait qu'on n'amène pas à l'hôpital, on sait comment le guérir. Que l'enfant qui a ce qu'on appelle les rouges fesses, les mamans savent ce qu'il faut faire. L'enfant qui a même la typhoïde, on sait que on soigne mieux cette maladie avec notre pharmacopée. Il y a beaucoup de maladies comme ça qu'on a réussi à dompter avec notre pharmacopée qui est très très riche. Donc cette pandémie, et enfin moi c'est la petite amertume que j'ai parce que j'ai pas l'impression que nos gouvernements a véritablement accompagné enfin je ne vais pas dire praticiens, mais nos naturopathes qui avaient des recettes qui pouvaient mettre à contribution. Ça aurait été une excellente occasion que notre pharmacopée aille à la conquête même de l'Afrique et du monde, parce qu'il y a vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez notamment en Chine,
Quand vous arrivez là, ils ont du mal à soigner le palu parce qu'ils ne comprennent pas trop bien ce que c'est. La plupart de ceux qui voient, quand ils arrivent là-bas, parfois, on est obligé de voyager avec nos médicaments ici. Parce que quand vous arrivez là-bas, vous allez faire le tour des examens, ils auront du mal à vous dire ce que c'est. Et on a vécu ça plus d'une fois. Donc, pour dire que notre pharmacopée doit véritablement être, ce combat doit être pris à bras le corps par notre système gouvernant, mais c'est... Bon, j'ai souvent rappelé ici qu'on est malheureusement dans une espèce d'aristocratie de la nonchalance, qu'on est dans la forme la plus achevée de l'inertie, parce qu'à la vérité, on aurait pu saisir cette opportunité avec cette pandémie pour aller à la conquête de l'Afrique et aller à la conquête du monde avec notre pharmacopée qui guérit plusieurs maladies. Il y en a qui disent que même le sida, on peut soigner avec notre pharmacopée. Il y a beaucoup de maladies comme ça, sauf qu'on n'a pas mis l'accompagnement nécessaire et c'est un peu regrettable. Aujourd'hui, de moins en moins, on parle de Covid parce que beaucoup savent exactement ce qu'il faut faire et comment contenir la maladie. Ok. Si c'est Bamanga, vous pensez qu'il est temps de redonner comme ça, de financer comme le demande la société civile, injecter beaucoup de moyens pour le paludisme, comme ça a été le cas pour Covid-19? Écoutez, M. Serge Alain Autou, injecter beaucoup d'argent pour le paludisme, non. Injecter beaucoup d'argent pour nos établissements, pour nos hôpitaux, oui. Pour les personnes qui veilleront, qui prennent soin de nous dans les établissements de santé. Oui, le personnel de santé, oui. J'ai même pas envie de parler, M. Serge Alain Autou. Vous imaginez, dans le septentrion, prenez les 3 régions, il y a quelque chose qu'on appelle une imagerie, là où on fait des radios, je ne sais pas si c'est comme ça. Il y a un seul seulement aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, vous faites un accident à Ngaoundéré ou à Garoua, vous êtes obligé d'aller à Maroua pour le faire. À un moment, il n'y en avait que seulement dans le nord, il n'y en avait pas dans la Damawa et l'extrême nord. Non, mais écoutez, M. Serge Alain Autou, quand on revient dans les grandes villes comme Douala, nos hôpitaux, les districts de santé sont juste là. On a juste fait du maquillage, on a mis de la belle peinture, on a mis des pavés. Je pense directement à mon hôpital district. Je l'ai dit et je l'ai redit. Un hôpital qui a une morgue, qui n'a pas de groupe électrogène. Moi qui est à 50 mètres, des populations qui habitent là-bas, on passe 2 jours, 3 jours, on n'a pas de lumière. Les corps se dégivrent, ils redeviennent normaux. Ça donne des maladies, monsieur. Ils redeviennent? Non, quand il n'y a pas de lumière, les corps se dégivrent. Oui. Après, la lumière revient, ça devient encore normal. Oui. Ça donne beaucoup de maladies, monsieur Serge. Alors, vous le savez. Vous ne voulez pas donner le quartier, c'est ça? Non, je suis de la deuxième, tout le monde le sait. Je n'ai pas peur aujourd'hui, je ne me cache pas, je suis un homme politique. Quand vous faites ce que je fais, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Je l'ai dit à mes députés, je l'ai dit à beaucoup de personnes, même en off. Mettez-nous... Vous dites qu'il n'y a pas de groupe électrogène. Il n'y a pas de groupe électrogène là-bas. On en a besoin. On en a besoin. Il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas là-bas. Moi, je suis allé jusqu'à demander à certains internationaux footballeurs, dont je ne citerai pas le nom, que Dieu, que la chance a donné, qui sont à Nubel, apportez-nous certaines choses. On n'en a pas. Non, mais M. Serge Alain Autou, il faut prendre beaucoup d'argent pour mettre vraiment dans les établissements de santé. Au-delà de ce que mes frères ont demandé sur le palu, mais on ne peut pas arrêter ça. C'est un gros business aujourd'hui entre les pays africains et les pays occidentaux. Si le palu finit aujourd'hui, il n'y aura plus de subventions, monsieur Guy Fongan. Voilà pourquoi il faut que le palu continue. Regardez un petit peu dans nos quartiers. Tout à l'heure, Raphaël l'a parlé. Dans nos quartiers, quand on donne seulement comment vous appelez ça, les moustiquaires pour partager, c'est une histoire d'amitié ou bien de parti de machin. Ça ne vient même pas aujourd'hui. Donc la politique intervient? La politique intervient aujourd'hui. Dans la distribution des moustiquaires? Vraiment, M. Serge Alain Autou, ce que moi je demande en tant que Camerounais, pas homme politique, c'est de revoir nos établissements. Moi qui vous parle là, si j'attrape quelque chose, la première chose que je vais faire... Raphaël Edougou parlait du district de... Vous avez dit, dans votre village, il y a un centre de santé, il y a un personnel qui est à la retraite déjà. Les personnels sont en retraite. Vous avez des jeunes... On dit qu'on n'a pas envoyé. On n'a pas envoyé, mais lui, il est parti même. Excuse-moi, Raphaël, c'est pas pour dénigrer ton village ou quelque... Tu es même allé très loin. Aujourd'hui, même dans les grandes villes, vous allez dans les hôpitaux.
Déjà, les médecins ne sont presque jamais là. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont où? Je ne sais pas. On vous demande, vous venez là, vous avez mal au crâne. On vous dit que non, le spécialiste viendra jeudi. Est-ce que votre maladie va attendre jeudi, monsieur Serge Alonto? Sinon, quand vous sortez, il y a quelqu'un qui vous suit, dit que non, il vous guide vers une clinique privée. C'est pas tout le monde qui a de l'argent pour aller là-bas. Mais non, il faut que nous revoyions ensemble. C'est ce que moi je souhaiterais. On revoit comment on va améliorer nos établissements de santé pour que nous tous nous profitons. Vous savez, pour chuter rapidement, monsieur Serge Alonto, nous avons atteint au niveau où la Covid était là. Il n'y avait plus des avions pour voyager. Et moi, j'étais très content. Hein. J'étais content, pourquoi? On dit le malheur des uns font le bonheur des autres. Mais malheureusement, moi, j'étais très content de ce malheur. Pourquoi? Parce que ça arrivait à ce que ceux qui prennent des avions pour aller se soigner ailleurs, ils n'ont pas pu. Bon, chance que cette affaire n'a pas duré aujourd'hui. Ah, c'est terminé? Oh, bon, aujourd'hui, les aéroports sont déjà actifs et puis ça, non. Mais pour revenir, en réalité, je demande aux gouvernants, dès 2021, s'ils ne peuvent pas mettre cette affaire de santé pour tous, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, ils sont très bien pour dire, mais difficile à faire. Donnez-nous au moins des établissements de bons établissements. Parce qu'aujourd'hui, des plateaux techniques, on a le CHAN qui est là. On a la CAN qui est là. Mais ça va être comment, monsieur Serge Alonto? Imaginez dans un match ici, je dis n'importe quoi, Gabon-Zimbabwe. Si un joueur, vraiment, il a un double tibia couronné, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? C'est très critique. C'est très critique. Hôpital général, c'est à combien de temps? Alors que si le premier centre de santé est bien amélioré, est bien défini, si à gauche, à droite, les choses sont très bien encadrées, c'est une fierté, non seulement pour le Cameroun, mais pour tous les Camerounais. Ok, Pierre-Emmanuel Bignam, sur cette situation Covid qui a fait oublier les autres tueurs. Pour comprendre comment le gouvernement camerounais fonctionne, il faut aller dans certains villages, au fin fond des villages, voir certains championnats de vacances, de football amateur. Lorsque le ballon est au couloir droit, toutes les deux équipes, à part seulement, c'est seul le gardien qui reste, mais tous les 10 entrants des deux équipes vont du côté droit. Tout le monde suit le ballon. Quand on frappe le ballon, il va encore couloir gauche. Tout le monde se dirige là-bas. C'est comme ça que le gouvernement camerounais gère les choses, le régime en place. Ils n'ont aucun planning. Ils n'ont aucune boussole. Ils n'ont aucun suivi. Ils ne font pas d'évaluation. Voilà pourquoi la Covid a été gérée clopin. On n'a pas connu réellement quel était le vrai plan de riposte nationale de cette pandémie. On a vu des ministres faire des sorties, des communiqués, on a vu des gouverneurs réagir, on a vu des préfets, des sous-préfets, ainsi de suite. Même au-delà du plan, le protocole de guérison n'a jamais été... Donc, personne ne sait comment ça fait que du coup, les gars ont profité, comme Guy le disait tout à l'heure préalablement, et Cissé, et Raphaël aussi, de quand ont profité pour mettre la main sur les subventions, sur les aides que la communauté internationale a octroyées au Cameroun. Alors, ils ont oublié le paludisme? Non, puisqu'ils n'ont jamais considéré véritablement le paludisme. Ils ne l'ont jamais considéré. Dans un pays où il y a un médecin pour à peu près 100 000 habitants, vous pouvez comprendre que le Cameroun est très loin en ce qui concerne la couverture sanitaire pour ces populations. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Il y a beaucoup à faire. Et ce ne sont pas les moyens qui manquent au gouvernement camerounais pour le faire, mais c'est la volonté. La volonté d'assurer la santé aux populations qui manque à ces gouvernants, puisque de toutes les façons, eux, lorsque quelqu'un fait un AVC parmi eux, il est directement, il est envoyé en Europe par un avion médicalisé. Lorsque un de leurs enfants veut se faire une petite opération au niveau du bras, on les envoie en Belgique, on les envoie en Suisse,
ainsi de suite. Ils ne se soignent pratiquement pas dans nos hôpitaux. Voilà la raison pour laquelle ils ne considèrent pas la souffrance et les manques que la population connaît dans ces hôpitaux. Les enfants continuent à mourir d'insuffisance rénale et tout à la Quintini de Douala. Moi, j'ai un cas concernant ma propre famille. Qu'un enfant arrive à la Quintini, il fait 2 semaines dans un pavillon. Le major, c'est-à-dire que le chef de bloc, n'est pas au courant qu'un enfant de 12 ans est en train de faire l'insuffisance rénale dans ce rayon, dans ce bloc-là, rayon-là, jusqu'à ce qu'il décède. On lui fait les examens, sa maman monte et descend, qui est ma petite soeur, pour chercher un médecin pour venir interpréter les examens. C'est 5 jours plus tard, le jour où le médecin vient interpréter les examens, il trouve que l'enfant a déjà rendu l'âme. Vous imaginez? Donc voilà les réalités. N'allons pas au nord, n'allons pas à Sabongare, où pour le seul centre médical partant de Sabongare, c'est dans le Ndonga Matoun Division, dans le nord-ouest. Le seul centre de santé partant de la frontière nigériane en passant par Sabongare, c'est l'hôpital de Nkambe. Dieu seul sait le nombre de kilomètres qu'il faut parcourir, des centaines de kilomètres pour arriver là-bas et l'état de la route. Donc, le Cameroun est très mal et se porte très mal sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire. La Covid, merci, Dieu est grand. Il nous a sauvés de cette hécatombe-là parce que Dieu se souvient souvent de ses enfants. Mais le gouvernement camerounais n'a presque rien fait, je pèse mes mots, pour sauver sa population de cette hécatombe qui était annoncée. Maintenant, il est temps, comme Cissé a dit, qu'il se réveille, pas pour commencer à courir derrière le paludisme, parce que pendant qu'ils sont en train de courir derrière le paludisme, il y a également d'autres pathologies qu'ils vont négliger, comme d'habitude, et qui vont refaire surface. On a par exemple le choléra. Moi, je dis toujours terre à terre. Les gens meurent encore de choléra au Cameroun, à Douala, ici même à Akwa. Les gens meurent encore de choléra parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas l'accès d'eau potable à toutes les populations. La dernière fois, les gens confondent l'eau potable à une eau qui est claire. L'eau potable n'est pas une eau claire. Plein de quartiers ont développé des systèmes d'auto-organisation qui leur permettent d'avoir accès aux forages. Mais ces forages, est-ce qu'ils sont traités de façon à ce que l'eau soit potable? Non, mais Jean de Coupé, à l'université, quand nous allons à l'époque au restaurant universitaire, il y avait au resto U, des grandes casseroles. Oui. L'eau n'était jamais claire là-bas. Et les gens qui étaient à Fac Sciences avaient réussi à nous démontrer que le maître s'était trompé à l'école primaire. Parce qu'on avait appris que l'eau potable est incolore, inodore, sans saveur. Mais je vous dis, au resto U, à l'université à l'époque, l'eau n'était jamais... On avait toujours une eau jaune. Et avec des grandes cuvettes, c'est là où tout le monde se servait. Et ils avaient réussi à nous démontrer que le maître de l'école primaire s'est trompé. À l'époque, par exemple, la dernière fois, je suis allé dans un quartier à Edea qu'on appelle Tibra, qui est mon quartier aussi. Ces derniers temps, le niveau de moustiques, il y a certains types de moustiques qu'on appelle les moutmout, qui se sont accentués, ça sort de la Sanaga. On me dit qu'à l'époque, maman me dit qu'à l'époque, l'État envoyait souvent des avions, des petits avions là, pour pulvériser tout le long du fleuve Sanaga. Ils pulvérisaient et ils neutralisaient et tuaient tous ces moutmout qui étaient embryonnaires. Ça fait que les populations, non seulement de Tibra, mais tous ceux qui habitaient tout le long de la Sanaga, jusque dans le Nyong et Kélé, passaient des périodes, de longues périodes, sans qu'il y ait ces moustiques-là. De plus en plus, toutes ces pratiques ont quasiment disparu. Le train de vie de l'État ne fait que augmenter. Le nombre de prados dans les parkings des ministres et des communes de l'État ne fait que gonfler, alors qu'on a les possibilités de continuer à mettre ces pratiques au profit des populations pour réduire davantage le niveau de pathologie qui peut détruire nos populations. Voilà, on va faire un dernier tour de table. Je commence par vous, Raphaël Ndougou. Le chef doit faire de la politique ou pas? Qu'est-ce qu'on retient? Il faut retenir que le chef doit faire de la politique s'il a choisi son bord qui respecte le bord de ses populations. Parce que si le chef ne fait même pas la politique,
Il n'y a que celui qui dort avec la poule qui sait comment la poule peut ronfler dans la nuit. Ça veut dire quoi? Les chefs qui résident notamment dans nos villages connaissent mieux les problèmes de leur population. C'est même peut-être pour ces raisons que les chefs seront dans le conseil régional pour pouvoir porter les problèmes de sous-développement de leur village au niveau de l'administration pour essayer de trouver des solutions à cela. Maintenant, les chefs doivent donc aussi prendre les dispositions pour éviter les conflits négatifs, parce qu'il y a des conflits négatifs où vous ne pouvez plus imposer votre point de vue, même à votre enfant à la maison. Parce que votre fille va vous dire, papa, moi j'ai choisi de faire telle option à l'université. Tu ne vas pas dire à ta fille, non, j'ai choisi telle option. C'est la même chose en politique. Donc si les chefs évitent ça, nous les populations devons du respect aux chefs, mais les chefs aussi doivent comprendre, comme M. Benyamin dit à un moment donné, que le chef est comme un esclave, puisqu'il a sa cour, où les gens doivent lui faire également des propositions. Donc le respect du chef est là, et maintenant le chef lui-même doit prendre la posture de quelqu'un qui est un vrai chef. Mais les faux chefs existent aussi. Parce que quand vous achetez la chefferie, vous êtes un faux chef. Vous n'êtes pas le garant. Vous n'avez pas l'onction de vos ancêtres. Parce qu'au moment où vous intronise, il y a des moments où une pluie peut tomber dans une zone. Au moment où on vous intronise comme chef, ça veut dire que les ancêtres sont avec vous. À partir du moment où vous avez acheté à gauche et à droite, vous êtes un faux chef. Et les faux chefs sont connus. Et quand vous avez acheté, il ne pleut pas. Oui, il ne pleut pas. Vous pouvez pas. Il n'y a pas quelque chose qui immortalise. C'est-à-dire que les ancêtres ne sont pas venus. Parce que ce ne sont pas vos ancêtres. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est chef. Il est chef sur le plan du document d'arrêté préfectoral. Mais il n'est pas chef dans l'âme. Et c'est peut-être pour ça que tu me donnes 30 minutes, 30 secondes de temps pour moi. Je voulais vous dire que c'est ça qui a fragilisé la chefferie dans le peuple petit. Oui. Pour la simple raison que les Allemands ont imposé le chef charlatan. Ce n'était pas lui qui devait être chef. Parce que quand les Allemands sont arrivés via la mer, ils ont voyagé le long du Nyon. Ils sont arrivés chez les Mbidambani. Le grand chef Mbidambani dit qu'il ne veut pas les Blancs. À l'époque, c'était les Blancs. Il ne veut pas les Blancs dans son village. Ils ont continué jusqu'à arriver à Aligisono. Quand ils trouvent le chef et Solo, il dit la même chose que moi. Je ne veux pas donner mon enfant pour aller apprendre l'allemand. Qui va me suicider quand il va décéder? C'est comme... Ils voulaient d'ailleurs enterrer leur fils qui est mort à Milamani. Le grand chef a dit qu'il ne veut pas. C'est pour cette raison que vous allez voir les cimetières qui sont à côté du ministère des Finances, en contrebas. C'est là où ils ont enterré leur fils et ont fait la clôture sur ce qu'on appelle aujourd'hui le nom Ongola. Donc c'est comme ça qu'on fait la clôture et ils vont donc rentrer par le même chemin via l'Oignon. Ils sont revenus et ils ont imposé la chefferie. Et quand on fait ça, c'est que vous êtes un mauvais chef. Ça, c'est juste une façon de ramasser, de parler de la chefferie. Quand vous achetez, vous êtes un mauvais chef. Sachez que vos populations vous regardent. Vous êtes chef pour les populations et non pour la forêt. Guerre Fonga, pour vous. J'ai dit à l'entente de ce programme que un des plus grands succès du renouveau, c'est d'avoir réussi à assujettir les chefs. Parce que depuis Aïdio, les chefs ont toujours une relation affinitaire avec le pouvoir et ça s'est davantage amplifié avec le renouveau. Et je voulais quand même rappeler, pour ceux qui ont peut-être la mémoire sélective, qu'en 2010, il y a eu un colloque au Palais des Congrès sur ils avaient appelé ça chefferie traditionnelle du Cameroun et développement auprès du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Vous voyez bien que là que ça traduit de manière claire une sorte de mainmise de l'État sur les chefferies traditionnelles. Je voulais dire que le chef est un homme, donc il a le droit d'avoir des convictions politiques, mais il ne doit pas instrumentaliser ses sujets et les obliger à adhérer à sa cause. Seulement parce qu'un chef, du moment où il s'engage en politique, ça veut dire qu'il est prêt à aller en compétition avec ses propres sujets. Et à partir de ce moment-là, on est en train de travestir le contrat social
qui pourrait lier le chef et ses sujets, parce que le chef n'est pas censé compétir avec ses sujets, il n'est pas censé les diviser, il est censé fédérer, il est censé unir. Ses convictions, il les garde pour lui, il décide dans les lois, dans l'une, parce qu'il a le droit d'avoir des affinités, il a le droit d'avoir des amis politiques comme tous les hommes, mais ça ne doit pas être un moyen pour lui d'instrumentaliser et d'assujettir ses sujets, parce que dès qu'il entre en compétition avec ses propres sujets, ça veut dire qu'on est en train de désacraliser le rôle et il perd de l'ascendance une partie de ces populations et c'est très inconfortable. Voilà. Si c'est bon, mon gars. Oui, Serge Alain, je pense que moi, vrai chef, faux chef, vous pouvez être un vrai chef, vous devenez un faux chef. Et vous pouvez être un faux chef, vous devenez un vrai chef. Je m'explique. Un vrai chef, pour moi, c'est celui qui est là, qui souffle, qui bataille, qui bagarre pour les populations. En faisant de la politique? Si vous faites de la politique, en affichant son appartenance, si vous faites de la politique, si vous vous affichez et que les populations, vos populations ne manquent de rien, ou alors ils ont un certain minimum, pour moi, ça me va. Excusez-moi, monsieur Serge Alain Autou, vous savez, il y a une certaine association ici à Douala, la communauté du Grand Nord, du superviseur général Dr Bayero Fadil, que je salue d'ailleurs. Il y a un certain encadrement que les chefs ont de ce côté-là. Et une fois, j'avais demandé, les chefs et les imams, une fois, j'avais demandé pourquoi encadrer les chefs et les imams. Et ils m'ont répondu, lui, le superviseur général de cette association, il me disait que mais ça, c'est l'avenir. Puisque quand ils ne sont pas encadrés, ils sont entourés par certains vautours qui leur éloignent de l'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel? L'essentiel aujourd'hui, c'est leur population. Pour chuter, je vais dire aujourd'hui, je salue tous les chefs traditionnels du Cameroun qui sont face à cette élection régionale. La première chose. La deuxième chose, je demande au gouvernement, je demande au MINAD de donner des conditions, des bonnes conditions. Parce que, monsieur Serge Alain Autou, vous avez des chefs qui sont ici à Douala qui vont aller voter dans leur village. Je vous jure que même les transports, ils n'en ont pas. Maintenant, si on ne les encadre pas, s'il faut les utiliser tout le temps, on les utilise parce qu'il faut voter, puisque on sait déjà comment c'est taillé sur mesure. Les chefs ont déjà reçu, comment je peux appeler ça, non, pas les perdiens, ils ont déjà reçu, on les a déjà dit qu'ils vont voter. Ok, allez voter. Mais les conseils de vote, qu'ils vont voter, non, on ne leur donne pas l'argent de transport. Justement, ce que je demande aujourd'hui, c'est que au moins on met ces chefs-là dans les conditions de quitter là où ils sont, d'un point I à un point Y, aller voter paisiblement et revenir. Maintenant, les chefs qui auront la chance d'être élus, je vous en supplie, nous sommes à un moment crucial. Aujourd'hui, il n'y a plus de mensonges, monsieur Serge Alain Autou. Sinon, nous allons nous retrouver sur la ligne qui est en train de se passer aujourd'hui dans le Septentrion. On est en train d'arriver au moment où une élite, un chef ne pourra même pas sortir pour marcher parce qu'il va se faire attaquer par ces populations. Le travail qui est très bien fait, c'est pour nous tous. Et quand c'est pour nous tous, c'est pour le bien de qui? Du Cameroun, qui est ce beau pays qui nous appartient tous. Pour sortir, je salue le courage des chefs de l'Ouest qui enfin a fait cette sortie pour interpeller le régime qui nous gouverne depuis 38 ans de prendre la pleine mesure des différentes crises qui ont détruit littéralement notre tissu social. J'interpelle également et j'en appelle à les autres chefs, les chefs Ekan, les chefs Bassa, les chefs du Nord, ainsi de suite, de faire pareil, que ça ne soit pas une histoire des chefs de l'Ouest et que ça ne se limite pas au niveau des chefs, que également l'Église intervienne, parce que la situation socio-économique et politique de notre pays est grave. Il est temps que tout le monde la main dans la main. Maintenant, revenant sur la question du chef, je dis et je le répète, je pense que le chef, s'il a le droit de voter, il a aussi le droit d'être candidat et de ne plus voter pour quelqu'un. Sauf que il ne doit pas utiliser la politique pour faire souffrir sa population. Il ne doit pas être une marionnette de l'autorité administrative, mais il doit
faire la politique pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Quel que soit son bord politique, s'il n'y avait pas l'école au village et qu'il parvienne à ramener l'école au village, s'il n'y a pas un centre de santé, parvient à faire construire un centre de santé et à l'équiper pour assurer les maternités et sauver les populations des hernies et autres, c'est que ce chef est en train de faire son job. Mais il y a une question qui se pose maintenant au niveau de chez nous les Bassa. Il faut que chez nous les Bassa, les Bambombok reprennent les chefferies. Parce que au moins eux, on a peur d'eux. Nos chefs d'aujourd'hui ne font plus peur à personne. Comment ça on veut savoir comment? Les chefs Bassa ne font plus peur à personne parce qu'ils ont été fragilisés. Comme on expliquait ici, pendant la guerre de l'indépendance, on les a tellement fragilisés depuis l'époque coloniale. Le colon les a fragilisés, il a tué beaucoup de chefs. Il pendait certains chefs devant leur population. Et il plaçait des personnes qui n'avaient rien à y voir avec la chefferie. Voilà. Et aujourd'hui, les Bassa, beaucoup ne s'intéressent plus à la chefferie. Ceux qui sont des garants de notre tradition aujourd'hui sont les Bambombok. Voilà pourquoi je leur demande de revenir pour prendre leurs choses. Parce que moi-même, bientôt, quand je serai intronisé en Bombok, je vais prendre les... Il y a aussi beaucoup de faux Bombok. Ils sont pleins là-dedans. Merci Pierre-Emmanuel Bignan, merci Guy Hervé Fongan, merci Raphaël Edougou, merci à vous Cissé Bamanga d'être venu, d'avoir répondu à cette autre invitation. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cet avant-dernier numéro Equinox Soir. Le dernier, c'est demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Bamongoum.